Le podcast de la CPTS Paris 8. Philippe Coffignon, merci d'être venu continuer ces entretiens qu'on a. C'est déjà 2 podcasts, on fait un 3e. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de schizophrénie. Ça s'appelle toujours comme ça ? Merci à toi de m'avoir de nouveau convié, Dany. Oui, ça s'appelle toujours comme ça. Ça reste d'actualité. Ça n'a pas changé de nom, en fait, depuis 1911, je crois, date d'introduction du nom schizophrénie par un psychiatre qui avait du coup considéré que ce mot qui finalement veut dire dissociation, enfin séparation de la psyché, pouvait résumer les troubles constatés. Donc effectivement, aujourd'hui, ça reste d'actualité. C'est une pathologie qui représente quand même, qui pèse assez lourd, entre guillemets, dans la santé mentale, parce que malgré les traitements dont on dispose, elle provoque quand même une désinsertion souvent professionnelle importante. Le but est de la limiter, évidemment, d'essayer de l'éviter, mais c'est quand même pas toujours facile, malgré les traitements dont on dispose. Donc pour ça, il faut qu'on rentre un peu dans la définition un peu plus précise de la maladie et de ses troubles. Alors justement, comment peut-on définir la schizophrénie ? Alors, la schizophrénie, donc, c'est un trouble psychotique qui se définit par une perte d'adaptation et de compréhension, surtout de compréhension de la réalité. Donc, ça signifie que les schizophrènes peuvent accéder au délire, à des hallucinations, des troubles bien sûr du comportement et de l'adaptation sociale, parce que finalement, ils vont progressivement vivre dans un autre monde, ou en tout cas intégrer un autre monde. Donc, je reviens encore un peu sur les bases, comme d'habitude. Oui. Psychotique, ça veut dire quoi ? Alors, psychose, on l'oppose à névrose. Donc, psychose, c'est effectivement la perte de contact avec la réalité. C'est un trouble différent complètement du trouble névrotique. La psychose, de surcroît, qui a finalement été un peu le champ des psychiatres pendant longtemps. Maintenant, les psychiatres peuvent très bien aussi intervenir auprès des névroses, mais ça a été le champ d'intervention de la psychiatrie, la chasse gardée, on va dire, de la psychiatrie, et parce qu'effectivement, le traitement des troubles psychotiques était essentiellement médicamenteux. Ça le reste d'ailleurs, même si aujourd'hui, en dehors du médicament, beaucoup de choses ont leur importance, que ce soit l'éducation thérapeutique des patients, des thérapies, des psychothérapies, des thérapies y compris cognitives et comportementales qui peuvent aider également. Il y a quand même le panel des moyens thérapeutiques s'est élargi. Mais on veut dire que l'ossature reste quand même le traitement médicamenteux. Dans les névroses, une névrose se traite pas par le médicament. Une névrose se traite par la psychothérapie. Par contre, les symptômes d'une névrose, notamment la dépression, l'anxiété, peuvent relever du médicament ou d'autres choses. D'accord. Mais en fait, chez le psychotique, ou plus exactement chez le schizophrène, il y a souvent ce dédoublement de personnalité, hein, Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Est-ce que ça reflète justement cette dissociation par rapport à la réalité ? C'est-à-dire qu'elle est... je me souviens du signe du miroir, hein, de Lacan, enfin les états schizophréniques. Est-ce que cette dissociation, donc, elle concerne le schizophrène avec le social et même par rapport à lui-même, donc finalement ? Alors, je pense que c'est pas vraiment le dédoublement de la personnalité, parce que pour ça, c'est autre chose. Et disons, les pathologies dédoublement de personnalité ou personnalité multiple, ça renvoie à une autre catégorie de patients qu'on va pas pouvoir ranger, à mon sens, dans la même catégorie que les schizophrènes. Les schizophrènes, il y a un éclatement du moi, il y a une fragmentation de la personne. L'introduction du délire, des hallucinations, font exploser, entre guillemets, le moi. Oui. Il y a une dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, le schizophrène
rentre dans un autre type de fonctionnement. Mais il n'est pas en mesure d'être tantôt Monsieur A ou tantôt Monsieur B. Il est malheureusement tout le temps Monsieur S, schizophrène, avec bon, heureusement les rémissions ou toutes les améliorations, voire même les stabilisations au long cours qu'on peut lui apporter grâce au traitement dont on dispose. Mais c'est quand même une pathologie dont on ne peut pas se dégager pour aller habiter D'accord. dans une autre. Donc c'est un abus par rapport au film, etc. On a bien du dédoublement de personnalité, C'est tout. ou c'est une autre pathologie avec un autre nom. Alors, ça, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est un dédoublement de personnalité, parce que lorsque quelqu'un est en phase délirante, évidemment, il ressemble à toute autre chose que ce qu'il peut être quand il n'est pas en phase délirante. Mais je pense que pour moi, voilà, après ça dépend ce qu'on appelle dédoublement de personnalité. Mais quand on parle en tout cas des individus à personnalité multiple, c'est pas ça. Voilà. D'accord. La personne qui va aller... là, on est plus dans la grande mythomanie, les personnalités multiples, c'est autre chose. D'accord. Ouais. Ça sera le sujet de notre podcast. Et est-ce que le diagnostic de schizophrénie est posé plus rapidement que celui, on l'a vu précédemment, de bipolarité, par exemple, où il y a, là encore, est-ce qu'il y a l'apparition de la schizophrénie, je crois que c'est souvent au niveau de l'adolescence, hein, ou du jeune adulte où apparaissent les premiers signes. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à la bipolarité ou non? Au niveau de l'apparition, oui, je pense que la différence est quand même importante, même si parfois, malheureusement, les soins démarrent aussi trop tard et quand même le pronostic dépend de l'introduction des soins, et notamment médicamenteux, c'est-à-dire que plus on les démarre tard, plus le pronostic s'assombrit pour deux raisons essentielles. L'insertion ou l'acquisition d'une compétence professionnelle n'a pas pu se faire. Donc ça, c'est effectivement un facteur de désinsertion pour la suite. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a eu un vécu déstructuré qui crée des traces. Et en fait, c'est un petit peu comme un vase brisé et rebrisé. Enfin, c'est plus compliqué de lui redonner sa forme quand même. Donc, il y a quelque chose qui se brise quand même. Quand la personne rentre dans le premier épisode délirant, accède au délire, il y a quelque chose qui se brise. Et plus on intervient vite, plus on peut permettre une restructuration satisfaisante. C'est évident que voilà, tout le pronostic se joue là-dessus. Donc oui, malheureusement, suivant le mode d'entrée un peu dans la schizophrénie, qui peut être insidieux et lent ou qui peut être brutal. Donc l'intervention ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'on peut finalement constater au départ un certain isolement de la personne, une certaine indifférence qui s'installe, un certain apragmatisme, un repli des comportements qui vont être taxés peut-être de bizarres, d'étranges par l'entourage. En fait, il y aura déjà des éléments de délire, mais qui ne seront pas perçus comme tels. Donc, face à ces attitudes, ces comportements-là, l'intervention extérieure ne sera pas toujours déclenchée rapidement. Les familles, notamment, parfois vont effectivement, aussi peut-être par crainte ou stigmatisation de la maladie mentale, mais ne vont pas reconnaître ces troubles. Et donc, il y a progressivement un isolement, un détachement. Tout ce qui est très progressif et difficile à dépister par les proches, oui. Parce qu'on ne se rend pas compte, on les vit progressivement. Oui. Mais par contre, le médecin généraliste, par exemple, qui voit les patients tous les ans ou tous les 6 mois, lui, il peut voir une différence. Tiens, c'est bizarre, il n'était pas comme ça. Il décroche. Voilà. Oui, voilà. Et là, il y a une grosse différence entre ce mode d'entrée, entre guillemets, un peu insidieux dans la schizophrénie et le mode d'entrée plus bruyant au travers d'une bouffée délirante aiguë qui finalement
finalement, sera inaugural d'un processus schizophrénique par la suite. Donc, évidemment, ça, c'est beaucoup plus facile à diagnostiquer. Je dirais que tout le monde s'en aperçoit. Bon, après, avec la bipolarité, parfois certains épisodes maniaques peuvent comporter des éléments délirants, donc il y a un diagnostic différentiel à faire. Mais de toute façon, on sait qu'on est au moins dans ce champ-là, alors que parfois, dans les débuts insidieux, qui sont en plus de moins bons pronostics, parce que finalement, les épisodes délirants aigus répondent mieux au traitement souvent que les décrochages lents, progressifs. Est-ce que les épisodes justement délirants ne sont pas parfois déclenchés par la prise de drogue? Tout à fait. Hein, et que donc il y a un retard diagnostique, on se dit c'est normal, il a fumé ou il s'est injecté de l'héroïne ou je ne sais quoi, il a pris telle drogue et donc il a déliré parce qu'il a pris telle drogue. Alors que le délire était finalement déjà une expression de sa maladie. Oui, tout à fait. Et puis, il y a souvent, dans ces cas-là, la prise de drogue est une tentative de trouver un palliatif pour quelqu'un qui ne va pas bien. Et bon, on sait que dans ces cas-là, effectivement, on cherche, peut-être pas le paradis artificiel, mais en tout cas, on cherche à aller mieux, on cherche à oublier sa souffrance, on cherche à être autrement. Et donc, on fuit quand même quelque chose. Peut-être que c'était déjà une réalité qui commençait à se distordre, à échapper à la personne, ou en tout cas qui devenait hostile, difficile à intégrer, difficile à habiter. Et donc, la drogue vient à ce moment-là. Elle ne fait qu'aggraver évidemment les choses. Elle précipite en général la décompensation. Alors là encore, j'ai la même question. Est-ce qu'il y a des schizophrénies familiales? Est-ce qu'il y a une hérédité par rapport à cette maladie? Oui, on est de nouveau dans la conjonction de l'inné et de l'acquis, avec des facteurs héréditaires qui jouent beaucoup, et puis des facteurs environnementaux, entre guillemets, qui sont multiples. Hein. Ça va depuis les éventuelles infections qu'aurait pu contracter la mère pendant la grossesse, que ce soit donc toxoplasmose, grippe. Le rôle de l'inflammation en général est quand même beaucoup discuté et soulevé comme des inflammations multiples, comme un facteur de risque. Les prises de substances toxiques par les femmes enceintes sont également susceptibles d'aggraver, entre guillemets, le risque. Et puis, les facteurs environnementaux viennent, à mon avis, plutôt être l'élément déclenchant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'élément causal. C'est toujours important de faire la différence entre facteur déclenchant et facteur causal. Ce n'est pas la même chose. Mais ils sont facteurs déclenchants, possiblement. Le stress peut l'être. Les médicaments, encore une fois, les corticoïdes peuvent également être à l'initiative d'une bouffée délirante. Et ça peut révéler, finalement, la fragilité d'une structure préexistante. Alors, j'ai encore une petite question qui est plus d'ordre sociétal. On se rend compte que certains délirants entraînent avec eux tout un groupe de délirants et que finalement, il y a certains délires qui sont presque générales avec des populations qui suivent. On a vu des exemples avec le Temple du Soleil, etc., que plein de personnes en même temps se suicident. C'est hallucinant quand on voit ça de l'extérieur. Est-ce que c'est contagieux? Socialement. Alors, donc, ce que je pense, c'est que bon, le délire, entre guillemets, qui arrive à prendre corps socialement et à convaincre les autres, c'est pas forcément le délire que l'on trouve dans la schizophrénie. Ce sont des délires plutôt paranoïaques, très construits, avec on va dire un postulat qui semble toujours, qui pourrait être vrai, une construction un petit peu comme la tour de Pise qui part complètement en biais, mais avec une logique intrinsèque qu'on ne trouve pas dans la schizophrénie. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire que dans le discours schizophrénique, c'est un peu de... C'est tellement délirant, en fait, qu'on peut pas faire le lien, il n'y a pas de logique. C'est déstructuré. Alors, il peut y avoir une pseudo-logique, c'est-à-dire que bon, les délires paranoïdes ou les sentiments persécutifs que un certain nombre, pas mal de patients schizophrènes développent, sont quand même des sentiments qui sont
relativement structuré. Mais il y a un illogisme. Enfin, quand on pense qu'on est regardé par le présentateur de télé qui nous regarde chez nous, ou quand on a l'impression que une plaque d'immatriculation qui reprend une partie de sa date de naissance, finalement, ça veut dire que le véhicule a été envoyé, que c'est un message et que le véhicule a été envoyé par quelqu'un qui ne nous veut pas forcément du bien ou qui nous surveille. Bon, voilà, on est quand même dans quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le vrai délire paranoïaque qui, lui, est absolument implacable, rigoureux, construit depuis le début jusqu'à la fin. J'ai encore une question. Le traitement, est-ce qu'il a évolué? On en est où sur le traitement de la schizophrénie? Question importante. Oui, le traitement a beaucoup évolué et depuis les 10-15 dernières années, on a vu apparaître quand même toute une gamme de nouveaux neuroleptiques, de nouvelles générations, qui effectivement ont d'abord une efficacité quand même tout à fait étonnante et peuvent être utilisés d'ailleurs dans la schizophrénie, mais également dans les troubles bipolaires pour la plupart d'entre eux, et qui surtout sont des produits beaucoup mieux tolérés. Beaucoup mieux tolérés. Donc quand même, comme le pronostic de la maladie dépend de la bonne observance du traitement, on va dire à 80-90%, le fait d'avoir des traitements mieux tolérés avec beaucoup moins d'effets secondaires est effectivement une avancée majeure. Donc oui, ça c'est très important. Eh bien, ce sera la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Philippe, et à bientôt. Avec plaisir.